Je vais laisser la parole à Statis. Oui, bonjour amis et camarades. Merci beaucoup de cette invitation, puisque chacun s'est présenté de façon un peu plus personnelle. C'est à mon tour de le faire très brièvement, je vous assure. Oui, j'ai fait une carrière d'enseignant à l'université qui s'est interrompue il y a quelques années, mais je suis ici essentiellement en tant que militant. Je milite depuis mes années de lycée. J'ai commencé à militer dans mon pays d'origine, la Grèce. C'était assez courant à l'époque. C'est quelque chose qui m'a marqué. Je suis venu en France en 83 et je n'ai pas arrêté d'être politiquement actif dans diverses organisations et mouvements de la gauche radicale et actuellement à la France insoumise, comme la camarade qui vient de s'exprimer avec tant d'éloquence, comme tous les autres intervenantes et intervenants d'ailleurs précédemment. Alors, je voulais vous apporter un peu dans le désordre, c'est peut-être un paradoxe, mais étant le seul, disons, avec une qualité universitaire, je ne suis pas venu avec un texte écrit, mais juste avec des notes. Donc ça aura peut-être un caractère décousu et improvisé, mais bon, j'espère que ça peut contribuer à cette réflexion collective. Je voudrais commencer pour vous faire part d'une inquiétude qui est, je crois, largement partagée devant le moment politique que nous vivons. Nous assistons en fait à la phase sans doute finale de la décomposition de ce pouvoir macronien. Un pouvoir macronien qui était dès le début minoritaire, on le sait, toute la stratégie du bloc bourgeois se base justement sur le fait que, sachant que aussi bien sa base sociale que le type de politique qu'elle met en œuvre le condamne à être minoritaire, et que sa seule manière de parvenir au pouvoir et de gagner des élections est d'avoir en face l'extrême droite. Les deux sont en fait inséparables et l'un a besoin de l'autre justement pour prospérer et tous deux sont unis par une même volonté de marginaliser et d'éjecter du jeu politique la gauche, la vraie gauche, la gauche de gauche, comme disait Pierre Bourdieu, aujourd'hui la gauche de rupture. L'ensemble du système politique, on l'a déjà vu, est bien sûr uni par une seule et même chose, c'est la détestation de la France insoumise. Et je ne le dis pas pour faire l'éloge du mouvement auquel j'appartiens, mais parce qu'il représente la seule force, justement, de perturbation et de rupture dans la scène politique telle qu'elle est. Et ça, pour le système tel qu'il est, c'est inacceptable. La gravité de la situation ne doit pas nous échapper. Son dénouement à court terme sera, je pense, la dissolution et de nouvelles élections, quels que soient les efforts de Macron pour gagner du temps. Et il a gagné du temps, en étant minoritaire, pas simplement au sens où il était auparavant, mais minoritaire même à l'Assemblée, dans les institutions. Ils ont déjà réussi à tenir plus d'un an. Mais je crois que là, les cartouches commencent à s'épuiser. Ils veulent l'éviter, ils ne pourront pas. Mais on va se retrouver dans une situation qui est, dans ses grands traits, celle de l'année dernière, hein, c'est-à-dire devant une extrême droite qui se trouve aux portes du pouvoir. L'extrême droite a une longueur d'avance, on l'a vu, les résultats électoraux parlent d'eux-mêmes, et je tiens ici, et je dois dire qu'il y a parfois une chose qui, bon, j'en comprends parfois certaines motivations, mais je dois vous dire aussi qu'elle m'inquiète. Je m'inquiète d'un discours parfois un peu, on va dire, exagérément optimiste, si ce n'est triomphaliste, qui existe par exemple du côté de la France insoumise. Je m'explique. On répète, et c'est à bon escient bien sûr, que la gauche, le nouveau Front populaire ont gagné les élections législatives de l'an dernier. C'est exact en termes de sièges, bien sûr. Comme il est exact que tous les sondages prédisaient une majorité, en tout cas relative, du Rassemblement national, qui n'a pas eu lieu parce que justement, il y a eu cette mobilisation populaire qui a fait barrage au RN. Néanmoins, je tiens à vous rappeler ici que si on regarde le vote populaire à proprement parler, le Rassemblement national est devant la gauche de 1,5 million de voix au premier tour et de plus de 2 millions au second tour. En réalité, le résultat en termes de sièges vient uniquement à cause du vote barrage qui a été fait et du fait que dans la plupart des circonscriptions, il n'y avait qu'un seul candidat, soit macronien, soit de gauche, face au RN. Donc, c'est la sonnette d'alarme est bel et bien tirée,
Et on a des raisons de penser que les choses vont être encore plus difficiles pour les échéances qui sont devant nous. Et elles vont être encore plus difficiles parce que, au sein de la gauche elle-même, on a vu la division ressurgir. Et la division, ça a été qu'une partie de la gauche s'adonne à ce jeu absolument pathétique qui consiste à servir de béquille, un pouvoir finissant. Ça s'est scellé au moment de la non-censure de Bayrou par le Parti socialiste. Ce qui ne fait que conforter, bien sûr, associé avec cette sorte de mise à l'écart, marginalisation, stigmatisation permanente de la France insoumise, à faire du Rassemblement national la seule opposition, et je crois que pour de très larges secteurs de la société, c'est l'opposition à Macron. La deuxième chose, c'est que bien sûr, toute cette politique qui fait le lit du Front National et qui lui ouvre un boulevard a été mise en œuvre de façon sans cesse accentuée par le pouvoir macronien. Il y a un nom, je crois, qui depuis un an à peu près, c'est Retailleau, quand est-ce qu'il prend le ministère de l'Intérieur? Ouais, il y a un an à peu près. Bon, le nom Retailleau, et bien entendu ce qu'il a fait, symbolise à lui seul, je crois, cette fuite en avant dans les politiques racistes et islamophobes. Mais à chaque fois, il y a un seuil, un palier qui a été franchi. Je crois que on a tous les images de Retailleau devant ce meeting de la droite radicale qui termine son discours absolument abject par ce cri « abat le voile, abat le voile, abat le voile ». Jamais on n'avait atteint, je crois, un tel niveau de légitimation officielle de la part des plus hauts représentants de l'État de l'expression islamophobe et raciste à son état le plus pur. Le principal problème que nous avons, tous les intervenants précédents l'ont souligné, je crois, et je n'ai pas besoin de répéter ce qu'ils ont dit, ça a été dit de façon absolument formidable, la nécessité de faire bloc, pas simplement de faire barrage, de faire bloc. Faire bloc, c'est autre chose que faire barrage. Faire bloc, c'est ouvrir une perspective, justement, pas se contenter de faire barrage. Mais alors, il faut se mesurer à la difficulté, d'abord, que nous avons affrontée. Et cette difficulté, bon, tous les intervenants l'ont dit, est celle de la fracture raciale. La force du Rassemblement national vient justement de l'adhésion de larges secteurs de classes populaires. Je n'ai pas besoin ici de vous citer des chiffres, c'est, je crois, des choses qui sont assez évidentes, mais parmi tous les électorats de toutes les forces politiques, gauche et France insoumise comprises, l'électorat le plus populaire, celui où les classes populaires blanches bien sûr, sont représentées, et l'électorat du Rassemblement national. Il existe toutefois, et je voudrais un peu cerner ici les caractéristiques un peu de ce ressort raciste, hein, qui est vraiment le ciment qui tient cet électorat ensemble. Je voudrais citer quand même une variable qui souvent est négligée, même si elle est bien connue des gens qui regardent comme ça, qui dépouillent les chiffres et les statistiques, c'est la dimension du diplôme. La variable diplôme est encore plus déterminante pour la propension au vote Rassemblement national que le facteur sociologique à proprement parler. C'est ce qui signifie que parmi des personnes qui appartiennent à des catégories sociales comparables, par exemple des précaires, des gens qui appartiennent à la classe des ouvriers ou des employés, la propension à voter Rassemblement national est considérablement, qualitativement amplifiée parmi ceux qui n'ont pas de diplôme. Et plus on monte dans le niveau de diplôme, plus la propension à voter Front National baisse. Qu'est-ce que ça nous indique, tout ça? Ça nous indique que la propension à voter Front National, c'est-à-dire à faire face à des difficultés matérielles en adhérant à une vision racialisée et raciste du monde social, est directement lié à un certain état du marché du travail, et donc à la concurrence qui existe. Pour le dire assez rapidement, c'est là où les classes populaires, et en particulier la classe ouvrière blanche, est le plus confrontée à la concurrence, dans les secteurs les plus exposés, par exemple, à la concurrence, à la mondialisation. C'est ces fractions les moins diplômées qui auront le plus tendance
à se reporter vers le Rassemblement national, en particulier dans des zones, et c'est la majorité bien sûr, qui sont les plus touchées par la désindustrialisation, la paupérisation et le chômage. Il y a une deuxième variable, à mon avis, qui entre en ligne de compte et qui est l'un des piliers justement l'un des carburants principaux de cette vision raciste et racialisée du monde, c'est le rapport à l'État social. La réforme néolibérale de l'État social a supprimé la représentation de droits égalitaires et universels pour tous. Désormais, les droits, c'est pour les méritants, et ceux qui, pour y avoir droit, il faut montrer tout le temps qu'on les mérite. Hein. Et évidemment, la stigmatisation est toujours sous-jacente. C'est pour sortir en quelque sorte d'une stigmatisation de principe qu'il faut sans arrêt accumuler les preuves qu'on est méritant et que effectivement on y a droit. La stigmatisation des chômeurs conduit par exemple à des contrôles de plus en plus stricts qui visent à montrer qu'ils sont effectivement bien à la recherche de l'emploi, qu'ils font tout ce qu'il faut. Et c'est valable aussi pour un nombre croissant d'aides ou de droits sociaux qui avant étaient considérés précisément comme des droits. Donc ça cesse à la limite d'être des droits à proprement parler. Ce qui signifie que la logique de la concurrence pénètre aussi profondément le rapport des classes populaires, en particulier à l'État social, et c'est la base matérielle de ce discours sur les assistés, qui comporte toujours, on le sait, une dimension raciale, sous-entendu, c'est eux qui ne bossent pas, qui sont paresseux, la racaille des cités et compagnie, qui ne bossent pas, qui vit des aides et qui vit au détriment du reste de la collectivité. Cependant, et je crois que c'est ça l'élément fondamental pour comprendre un peu la manière dont le racisme pénètre vraiment en profondeur, ça a été dit auparavant, le racisme n'est pas un rapport à deux termes. C'est pas un rapport entre le groupe dominant et le groupe dominé. Le groupe dominant, donc blanc, et le groupe racisé de ceux qui sont racisés. C'est un rapport à trois termes, en réalité. Le troisième terme, c'est l'État. C'est l'État, bien sûr, qui fixe la hiérarchie raciale à l'intérieur aussi bien du groupe dominant que du groupe racisé. Mais comment est-ce que l'État la fixe? L'État la fixe en instaurant une barrière qui est celle, ou plutôt un dégradé de position qui passe par l'affiliation nationale. Être racisé, c'est subir un déni de francité, pour le dire rapidement, et un statut de déni de francité qui se transmet, bien sûr, d'une génération à l'autre. Les Antillais ont beau être formellement ou juridiquement des citoyens français depuis 1848, on leur demande toujours d'où ils viennent. Ils sont moins français que les autres. C'est là aussi la raison pour laquelle le nom dominant actuellement du racisme, c'est l'islamophobie. C'est le postulat selon lequel les musulmans constituent un corps étranger à la nation française. On ne peut pas être français et musulman. Et si on l'est, on est moins. Et si on est musulman, on est moins français ou pas français. On n'est pas assimilable, comme disait l'autre camarade. On est assigné à une place d'altérité radicale qui en fait en quelque sorte un exclu ou une exclue de l'intérieur même du corps national. Car bien entendu, on ne parle pas ici d'étrangers, on ne parle pas de gens qui viennent d'ailleurs. Leurs ancêtres peut-être, mais eux non, et elles non. Donc c'est cette façon de produire et de reproduire une exclusion de l'intérieur, elle-même adossée à une hiérarchie sociale et à une hiérarchie de place. J'ai essayé de le suggérer avec les exemples du marché du travail et du rapport à l'État social. C'est ça qui est en jeu, en fait, dans le racisme. C'est la raison pour laquelle il est complètement faux et complètement illusoire de penser, comme une certaine gauche morale ou comme une certaine vision morale dominante nous y incite, de penser que le racisme est une faute morale, simplement. Oui, il est certainement une faute morale, il est la négation d'une humanité égale et commune à nous tous, mais fondamentalement, il est une manière de comprendre le monde social et de percevoir des intérêts matériels
qui sont liées à ça. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas par la pédagogie, ce n'est pas par une répétition de préceptes moraux qu'il peut être dépassé. C'est en s'emparant à bras le corps de ceux qui le nourrissent, c'est-à-dire ceux qui le nourrissent dans la mécanique même des rapports sociaux et dans la façon dont l'État lui-même reproduit, par ses mécanismes les plus fondamentaux, cette hiérarchie raciale. L'exemple le plus simple est évidemment, ça a été mentionné auparavant, celui de la police et de l'ensemble des discriminations qui sont produites et reproduites par les pouvoirs publics, tolérés par eux, produits et reproduits par eux. Quelle est la stratégie à adopter face à cela? Il y a une réponse traditionnelle de la gauche qui est juste, fondamentalement, mais qui me semble insuffisante. Cette réponse consiste à dire qu'il faut mettre en avant les intérêts communs, les intérêts de classe. C'est fondamental, c'est la base. Il faut le dire. Il faut aussi en percevoir la complexité. On peut être exploité. Blancs et non blancs, quand ils appartiennent aux classes populaires, sont exploités. Mais il y a des degrés dans l'exploitation. Et chacun comprend qu'il est préférable d'être moins exploité que plus exploité. Et si on a un attribut qui permet de donner un avantage comparatif dans la hiérarchie des exploitations, eh bien on va y tenir, justement. Surtout quand on est dans une conjoncture où l'ensemble des classes populaires, et même au-delà d'ailleurs, une partie croissante des classes intermédiaires, subit un déclassement ou une menace de déclassement, ou voit d'une génération à l'autre, justement, une dégradation des conditions de vie, des perspectives de vie et des perspectives de mobilité sociale. Donc, la construction de cette conscience, justement, d'intérêts fondamentaux communs est une tâche urgente, mais c'est aussi une tâche complexe. Annie en a parlé. Là, je crois que ce qui est fondamental, c'est que cette division qui est inhérente aux rapports capitalistes, les rapports capitalistes ne peuvent se reproduire qu'à condition de diviser et de fragmenter en permanence les classes et les groupes qui sont exploités. Mais cette difficulté n'est pas insurmontable. Les luttes existent. Dans les entreprises, il y a tout un travail, bien sûr, à faire, mais on sait que dans les luttes, souvent dans les luttes locales, eh bien, on voit des gens qui ne s'apprécient pas nécessairement, il y a toutes sortes de tensions, mais sont capables d'agir en commun quand, par exemple, leur emploi apparaît directement menacé, quand leur entreprise est menacée de fermeture. Mais on le voit aussi, bien entendu, dans les grands mouvements sociaux. On l'a vu, par exemple, lors du mouvement des retraites, qui a entraîné derrière lui de larges secteurs du salariat. Il serait intéressant de noter d'ailleurs la différence entre le secteur privé et le secteur public. C'est une hypothèse que je fais, je n'ai pas étudié la question et je pense que malheureusement les sociologues et autres qui étudient ce genre de questions ne prennent pas suffisamment en compte le facteur de la race. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles il est plus facile de se syndiquer, d'entrer dans l'action collective dans le secteur public que dans le secteur privé, c'est que la fracturation raciale joue moins. Je ne dis pas qu'elle ne joue pas dans le secteur public, mais elle joue moins que dans le secteur privé. Et les collectifs de travail peuvent sans doute plus facilement se créer, sans parler du fait qu'évidemment la relative sécurité de l'emploi qui existe dans le secteur public, enfin pour ceux qui restent du secteur public, c'est-à-dire de moins en moins, facilite bien entendu l'action collective. Mais on le sait, cette lutte en fait pour faire ressortir les intérêts communs en soi est indispensable, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante car précisément elle ne s'affronte pas à ce qui est au principe même de l'exclusion, cette forme d'exclusion intérieure des racisés du corps national. Et là, je crois qu'il faut mesurer l'importance de réintroduire la notion de peuple, faire bloc, faire peuple.
Faire peuple signifie qu'il faut produire une notion de peuple qui n'est pas la notion abstraite dominante, celle de l'universalisme abstrait, qui n'est pas non plus une notion de peuple qui le place au-dessus, pour aller vite, de la lutte de classe, mais qui intègre justement les éléments qui sont exclus par la fracture raciale. Pour le dire autrement, il y a une opération fondamentale, il y a un passif énorme des organisations traditionnelles de la gauche et du mouvement ouvrier en France qui n'ont pas su faire, qui n'ont pas su reconnaître dans la classe ouvrière immigrée et dans les descendants de l'immigration post-coloniale une partie intégrante, une partie décisive, dans maintes cas d'ailleurs et dans certains secteurs peut-être une partie majoritaire, de la base sociale justement de ce que doit être le mouvement ouvrier et la gauche. Et l'importance de l'opération qui est faite par la France insoumise, en forgeant cette notion de peuple, de bloc populaire, consiste à construire une notion de peuple qui permet justement de se constituer en sujet, de reconnaître comme sujet toutes ces formes d'activité qu'on voit et dont il a été question auparavant. Manifester contre l'islamophobie, nommer l'islamophobie comme la forme dominante du racisme, c'est le point de départ. Je ne dis pas que c'est suffisant. Mais déjà ça, c'était loin d'être évident il y a quelques années. Nommer les violences policières, briser le tabou qui existe sur les violences policières, montrer et démontrer leur caractère raciste, est une condition pour être entendu, pour pouvoir parler justement à ceux qui subissent ces discriminations, à construire des ponts entre les racisés qui, eux, connaissent cette violence de la façon la plus intime et la plus proche depuis toujours, avec ceux qui peuvent la subir à l'occasion, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes ou d'autres mobilisations d'ailleurs populaires. La jeunesse, par exemple, même la jeunesse étudiante, quand elle se mobilise, ou la jeunesse lycéenne, fait face à une répression policière qui est absolument incroyable pour les normes qui existaient jusqu'à récemment. Donc on voit apparaître ici des lignes transversales qui peuvent permettre justement d'unifier ces divers segments, mais il y a en quelque sorte un préalable, une condition préalable qui peut permettre, si elle est remplie, justement, d'aller et de construire aussi un projet autour de ces intérêts et de ces intérêts matériels communs. La nation me semble un terrain stratégique de lutte pour constituer le bloc populaire. Je suis pleinement conscient qu'en général, la référence à la nation, souvent dans la gauche radicale, et encore plus d'ailleurs dans la gauche libertaire, fait l'objet à minima d'une méfiance, voire d'un rejet. Il y a de très bonnes raisons à ça, bien sûr. On sait que l'appel à la nation est le fondement de ce qui a alimenté le chauvinisme, de ce qui a pu alimenter le consentement à des guerres, à la boucherie, par exemple, de la Première Guerre mondiale, à l'union sacrée, au ralliement de toute une partie de la majorité, en réalité, du mouvement ouvrier à l'union sacrée. C'est l'appel à la nation et au patriotisme ainsi conçu qui permet de créer le consentement, justement, dont la traduction matérielle est le privilège blanc dont il a été question auparavant. La nation, pour le dire vite, est quelque chose qui permet de neutraliser le conflit de classe et d'évacuer, de dénier la fracture raciale à proprement parler. La France est championne dans ce domaine. Le soi-disant universalisme républicain permet de fonctionner sur le mode d'une dénégation permanente de la fracture raciale. Néanmoins, je crois que la nation est, je l'ai dit, l'opérateur par lequel le racisme produit la discrimination et l'exclusion des racisés. Tout cela, c'est le point de départ. Néanmoins, la nation, c'est aussi autre chose, en particulier dans la tradition française qui est celle d'une nation révolutionnaire, c'est-à-dire d'une nation politique.
le moment de vérité de la Révolution française, tout le monde en est conscient, c'est pas 1789. 1789, ça a donné lieu d'ailleurs au régime de l'Assemblée constituante qui était fondé sur le suffrage censitaire, sur l'exclusion des non-propriétaires et sur le maintien du régime colonial tel qu'il existait à l'époque. Non, le vrai moment de vérité de la Révolution française, c'est le moment jacobin, c'est 1793-1794. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où justement les classes populaires s'emparent en réalité du pouvoir dans les centres urbains, et c'est aussi le moment où la Convention nationale abolit l'esclavage, qui avait déjà été aboli de fait à ce qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue et qui s'appellera par la suite Haïti, par la révolte des esclaves eux-mêmes. Et l'universalisme, qui a un sens, l'universalisme révolutionnaire, naît précisément à ce moment-là. Cette dimension révolutionnaire de la nation ne s'est jamais totalement éteinte. On la voit ressurgir lors de certains moments révolutionnaires, comme la Commune de Paris, par exemple. La Commune de Paris a été à la fois un soulèvement national, patriotique, s'il n'y avait pas les Prussiens aux portes de Paris et s'il n'y avait pas eu la guerre franco-allemande et, parenthèse, la capitulation de la bourgeoisie française face aux Prussiens. On le sait. Thiers préférait passer un pacte avec Bismarck pour pouvoir écraser dans le sang les communards parisiens. Donc il y avait une dimension nationale et patriotique même de la commune, et il y avait en même temps une dimension internationaliste, qui fait que, par exemple, un ouvrier hongrois, étranger, juif, est devenu commissaire du travail de la commune, comme en quelque sorte le premier, on dit parfois ministre même du travail, qui a été donc Léo Frankel, pour le citer par son nom. Dans cette référence nationale, il faut savoir en quelque sorte faire un tri, démêler ce qui peut être renoué avec ce fil révolutionnaire et foncièrement démocratique de ce qui appartient au chauvinisme et à l'exclusion. Il a été fait référence, à très juste titre auparavant à Annie, au vote de 2005 de rejet du traité constitutionnel européen, c'est-à-dire de l'Europe néolibérale qui a fini bien sûr par s'imposer en piétinant justement le vote. Il y a une dimension de souveraineté nationale là-dedans. Le vote de 2005 a été majoritaire dans l'ensemble des classes populaires, racisées ou non racisées. C'est un moment particulièrement important parce qu'il a aboli précisément cette fracture qui, elle, s'exprime quand on en vient au vote politique, si vous voulez, à proprement parler, quand il s'agit de la compétition partidaire. Là, on a vu un vote non massif, aussi bien dans les quartiers populaires à forte concentration de racisés, que dans les quartiers populaires blancs, que dans les zones rurales, que dans la France populaire profonde. Il y avait une dimension nationale incontestable qu'on a vu revenir d'ailleurs au moment des Gilets jaunes. Les symboles qui étaient agités, les seuls symboles d'ailleurs qu'on a vus pendant le mouvement des Gilets jaunes, tu peux me contredire si je me trompe, c'était des symboles nationaux. C'était souvent la Marseillaise était chantée, le drapeau tricolore est réapparu, des références parfois un peu folkloriques à la Révolution française, y compris à la guillotine, en assimilant Macron à Louis XVI. Vercingétorix même, des symboles gaulois. C'était évidemment une manière de retourner le propos de Macron sur les Gaulois réfractaires. Et cette revendication, si vous voulez, d'une fibre nationale mais populaire et révolutionnaire des Gilets jaunes n'est pas une spécificité française et n'est pas une spécificité des Gilets jaunes. Si vous réfléchissez aux grands mouvements populaires, aussi bien dans les pays du Sud que dans un grand nombre de pays du Nord et même de pays européens, qu'on voit depuis les années 2010, en gros, les seuls symboles qui apparaissent à une échelle de masse, c'est les drapeaux nationaux. Dans mon pays d'origine, la Grèce, il y a eu, vous le savez peut-être, dans les années 2010, des très grands mouvements d'occupation des places comparables à ceux de l'Espagne. Eh bien, c'est le drapeau grec qu'on voyait dans ces places. En Espagne, ça ne peut pas être le drapeau espagnol officiel, parce que c'est le drapeau de la monarchie, mais on a ressorti le drapeau de la première République espagnole, celle que Franco a affrontée et a vaincue. Alors, comment interpréter ça ? Et ça doit nous interpeller quand même, parce que
aucune force politique ou aucune injonction d'en haut n'est venue dire brandissez par exemple le drapeau, oui, ou d'autres symboles nationaux. Quelle était la signification de ça? La signification était le peuple, c'est nous. Nous sommes le peuple. Nous voulons décider. Et c'est comme ça d'ailleurs que le lien se fait avec les revendications démocratiques, de démocratie directe, de référendum d'initiative citoyenne, tels que les Gilets jaunes français, tels que tous ces mouvements et toutes ces révoltes ont mis en avant. Donc, une souveraineté, l'expression d'une souveraineté populaire, qui en tout cas, dans un premier temps, ne peut s'exprimer et ne prendre sens que dans un cadre national, parce que c'est là où les luttes sociales se passent, c'est là où des basculements et où des ruptures politiques peuvent se passer, au moins dans un premier temps. Après, si on ouvre une brèche quelque part, évidemment, la question est de l'étendre et de l'étendre ailleurs. Et il me semble que c'est aussi sur ce terrain que doit se placer le projet de faire bloc, faire peuple. Renouer, produire une idée de nation. Mélenchon, il appelle ça la Nouvelle-France. Il utilise des notions comme celle de créolisation, par exemple, pour insister sur son caractère inclusif. On pourra y revenir, si vous voulez, pendant la discussion. Mais je crois que l'idée est là. L'idée, c'est faire bloc, faire peuple, c'est produire une idée, une notion du pays, de la France, qui n'est pas la vision dominante, qui est celle que nous forgeons nous-mêmes dans nos luttes, dans nos mobilisations, dans le travail de convergence, d'unité et d'unification que nous menons. Merci.